Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live, mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, un arrêté est paru ce matin au journal officiel précisant les conditions d'ouverture des pharmacies le dimanche en raison de la crise sanitaire. Alors, quelles sont les activités qui pourront être pratiquées lors de ces ouvertures dominicales? Alors d'abord, pour rappel, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, le ministre nous avait prévenu un peu à l'avance pour justement pour qu'éventuellement les volontaires puissent s'organiser. Et donc maintenant, depuis ce matin, c'est officiel. Donc il y a quatre en gros activités qui sont autorisées hors permanence des soins. C'est le fait de faire des tests antigéniques, de faire des vaccins contre la Covid, de faire simultanément des vaccins contre la grippe et le fait de délivrer des antalgiques de palier 1, c'est-à-dire essentiellement du paracétamol en lien avec justement avec la Covid, éventuellement avec le vaccin qui parfois provoque maux de tête ou fièvre, un effet secondaire. Vous ne pourrez pas donc renouveler des ordonnances, par exemple? Non, ça c'est réservé aux pharmacies de garde. C'est important parce que le service de garde, ça se respecte. On a des confrères qui sont à leur tour et qui sont là pour ça. Donc, il faut orienter les personnes qui veulent des ordonnances vers les pharmacies de garde. Ça demande effectivement une organisation. Je vous recommande de bien le spécifier sur les vitrines, de bien le spécifier sur un petit peu dans tout le matériel, dans toute la communication que vous ferez autour de ça. Donc, pas question de faire autre chose que ces activités-là qui, je pense, seront quand même très chronophages pour ceux qui vont s'impliquer là-dedans. D'accord, c'est pour les volontaires, bien sûr, de toutes les pharmacies sont obligées de le faire. Enfin, c'est pour les volontaires. Et comprenons-nous bien, j'ai évidemment dit au ministre que les équipes officinales étaient très sollicitées, étaient fatiguées, et étaient vraiment sur le pont pendant 6 jours de la semaine, et que donc, que ce soit le titulaire ou l'équipe, méritait une journée de pause dans la semaine. Il ne faut pas faire de burn-out. Pour autant, pour avoir fait un rapide sondage qui n'a pas de valeur statistique, mais auprès des cadres de la fédération, enfin des gens que j'ai croisés, on peut dire qu'en gros, une pharmacie sur 10 va s'impliquer dans ce dispositif. Et ça fait quand même 2000. Et donc, si ces 2000 pharmacies font 100 doses dans la journée, ça fait 200 000 doses. Et c'est ce qu'on attend, une accélération de la campagne. 200 000 doses, c'est énorme, c'est beaucoup. Et donc, pour ceux qui sont volontaires, il faut y aller. Et puis ceux qui ne peuvent pas, il ne faut pas y aller. À noter aussi que même si j'avais prévenu la semaine dernière, forcément, ce n'était pas officiel. Et donc, beaucoup d'entre nous ont attendu pour commander les doses, donc n'ont pas prévu, n'ont pas de doses pour ce dimanche. Donc, ça aussi, je l'ai dit, on fait la tournée des médias, en fait, les représentants de la profession, que ce soit l'ordre ou les syndicats. On est un petit peu partout aujourd'hui, sur tous les médias nationaux. Je suis moi-même sur LCI et BFM cet après-midi, mais il y a eu des France Info ce matin. Enfin, il y a eu un peu de… Tout le monde a fait le tour pour expliquer ça. C'est qu'à la fois, on participe à la campagne et on veut l'accélération de la campagne de vaccination, mais on est mobilisé pendant la semaine et que tout a une limite, que ce soit à l'hôpital ou en ville, les soignants ont tous une limite. Mais justement, là, au niveau des commandes, y a-t-il des restrictions de livraison de vaccins, Pfizer en ville notamment? Oui, je l'avais annoncé pour la semaine dernière. En ce qui concerne les commandes que nous avons passées lundi et mardi, il y aura à nouveau un plafonnement. Donc, ce sont bien les livraisons que nous aurons la semaine prochaine, jeudi. Voilà. Donc, un plafonnement qui est annoncé à 3 flacons par effecteur de Pfizer, le reste en Moderna. Donc, le nombre de doses sera commandé, sera livré, mais limité à 3 flacons par effecteur
et le reste en Moderna. Alors, j'ai interrogé le ministère et je vais interroger en direct le ministère parce qu'on a une réunion à 15 heures avec le directeur de cabinet sur qu'est-ce que ça veut dire par effecteur, parce que dans une pharmacie, il y a plusieurs effecteurs. Donc, j'espère que ce n'est pas 3 flacons par pharmacie. Évidemment, on sera informé individuellement de ce que nous allons recevoir. Mais donc, de nouveau, une limitation du Pfizer pour pouvoir tenir en dose jusqu'à la fin de l'année. Il n'y aura pas d'autres livraisons. Et on a besoin de ces Pfizer pour les moins de 30 ans, vous vous rappelez. Donc, il faut vraiment maintenant réserver le Moderna pour le reste de la population. Et les Pfizer ne sont qu'en ville. Hein. En centre, il n'y a que du Moderna désormais. Mais ça fait peu, quoi, 3 flacons. La vaccination contre la Covid-19 des enfants de 5-11 ans à risque de forme grave va démarrer, elle, le 15 décembre. Est-ce que les pharmaciens pourront vacciner ces enfants? 300 000 petits sont concernés. Hein, ce sont les 5-11 ans donc, qui sont à risque de forme grave. Non, les pharmaciens ne sont pas concernés. D'accord. Même pas a priori, pour l'instant, pour la commande de vaccins, parce que c'est réservé aux pédiatres. En fait, c'est les pédiatres qui vont administrer les flacons, soit dans les centres hospitaliers, soit dans des centres départementaux spécialisés. Ce ne sont pas des centres traditionnels de vaccination qui vont vacciner. C'est fait sous le contrôle et ou même par un pédiatre ou des infirmières spécialisées en pédiatrie. Donc, ce n'est même pas fait par des médecins généralistes ou par. Donc, ce seront eux qui commanderont directement et ça ne passe pas par l'officier. C'est un flux B. Enfin, si vous vous souvenez ce que c'est que le flux B, c'est le flux hospitalier. Bien sûr. Qui va faire ça. Vous vous souvenez, hein, Christophe? Bien, oui, non, bien sûr. Vous piégez, voilà. Alors, par ailleurs, face à la hausse des demandes de dépistage vous m'avez perturbé finalement. Voilà. Donc, je n'avais pas de plan B. Bon, j'en ai un. Alors, face à la hausse des demandes de dépistage, des ruptures d'approvisionnement en tests antigéniques vous ont-elles été signalées? Oui, alors pas des ruptures à proprement dire. C'est toujours très, très compliqué de dire qu'est-ce que c'est qu'une rupture. En fait, ce qu'on m'a signalé, c'est des délais d'approvisionnement allongés, à 10 jours ou 15 jours. Donc, ça dépend du stock de chacun pour déterminer s'il y a rupture ou pas, c'est-à-dire si on peut tenir jusqu'à ce délai de livraison. Forcément, c'est lié à la forte augmentation du nombre de tags, de tests antigéniques. Hein. On était à 3 millions la semaine dernière. C'était imprévu pour les fabricants, donc il n'y a pas de problème de fabrication, personne ne s'inquiète. Mais effectivement, il y a de la tension dans l'approvisionnement. Et ça risque donc, pour certains d'entre nous, de provoquer effectivement des ruptures de tests pendant quelques jours, le temps de les recevoir. Un point à signaler, nous demandons depuis longtemps, et c'est à l'étude très sérieusement, d'avoir la possibilité, la HAS, elle l'avait autorisé, mais pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Enfin, ce n'est pas encore ce n'est pas dit par un DGS urgent et on ne peut pas faire de déclaration SI-DEP. Nous avions donc demandé des tests antigéniques à prélèvement nasal pour les enfants. Pas nasopharyngé, mais nasal. Donc, comme je le redis, la HAS a donné son accord, mais ce n'est pas encore possible. Donc, chers confrères, ne le faites pas. En tout cas, ne déclarez pas ça sur SI-DEP comme étant un test valable. Ce n'est pas pour l'instant possible, même si j'espère bien que la semaine prochaine, j'aurai une bonne nouvelle sur ce sujet, mais il faut respecter la réglementation. Alors Philippe, je vous propose maintenant un nouveau rendez-vous consacré aux négociations conventionnelles. Alors attention Philippe, qui dit nouveau rendez-vous, dit nouveau jingle. Ah, super. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous faire un point d'avancement là, sur les négociations? Oui, alors peut-être pour resituer, nous avons donc, comme je l'ai indiqué, des groupes de travail. Hein, il y a 6 groupes de travail. Et donc, c'est un travail un peu intense parce que nous avons une réunion d'un groupe de travail dans la semaine. Donc, ça veut dire qu'on reçoit le lundi l'ordre du jour tel que imaginé par l'assurance maladie du groupe de travail. On réfléchit par rapport
aux pistes qu'amène l'assurance maladie dans ces groupes de travail. Et le jour de la réunion, qui est généralement le mercredi après-midi, nous travaillons sur ces pistes-là, plus les nôtres que l'assurance maladie donc a déjà eu au départ et que nous remettons en piste donc, à chaque fois. Donc, par exemple, mercredi, le groupe de travail était sur l'accès aux soins et donc nous avons parlé de dispensation à domicile, nous avons parlé de la permanence des soins, du service de garde, et nous avons voulu nous mettre sur la table les problématiques réseau, c'est-à-dire une boîte à outils pour les pharmacies qui veulent se regrouper dans les zones surdenses, et à l'inverse, un système d'aide ou en tout cas on va dire de valorisation des officines qui sont indispensables dans les zones sous-denses. Donc ça nécessite et qui sont fragiles. Ça nécessite de définir qu'est-ce que c'est qu'une officine fragile, qu'est-ce que c'est qu'une zone sous-dense, qu'est-ce que c'est qu'une zone surdense. Donc pas mal de travaux sur tout ça. Sur la dispensation à domicile, donc on travaille actuellement sur la dispensation à domicile par le pharmacien dans le cadre du PRADO, donc dans le cadre du dispositif de l'assurance maladie de retour à domicile après hospitalisation, et notamment pour les personnes âgées, etc. Bon, les travaux s'engagent et ils sont conformes, en tout cas, à la feuille de route. Voilà pour ce groupe de travail. Nous allons avoir donc nous avons eu, pardon, excusez-moi, mardi soir, quelque chose d'inédit qui ne s'était jamais fait. C'est une réunion entre les syndicats de médecins et les syndicats de pharmaciens autour du travail en commun, à l'occasion de la négociation conventionnelle, à l'occasion de la future négociation de la nouvelle convention médicale qui aura lieu après les présidentielles. Nous avons souhaité nous réunir. En fait, c'était une demande d'un des syndicats de médecins. Moi, j'ai accepté avec plaisir parce que c'était intéressant de faire ce travail-là. Ça a été très constructif sur le truc. Donc nos confrères médecins comprennent bien l'intérêt de la vaccination, l'intérêt de beaucoup de ces nouvelles missions. Ce qu'ils souhaitent, c'est avoir des retours d'information, c'est pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans le parcours du patient, notamment en ce qui concerne le médecin traitant. Donc, on est convenu de continuer le travail en commun et peut-être d'avoir un programme de travail en commun sur une pathologie. J'ai proposé le diabète, à la fois le dépistage et le suivi. Donc, voilà ce qui se passe dans la négo. La semaine prochaine, deux rendez-vous importants. Un nouveau rendez-vous vendredi autour du groupe de travail Bon usage du médicament et une séance plénière en présence du directeur de l'assurance maladie qui va nous poser un problème, Christophe, parce qu'elle est vendredi de 11h à 13h. D'accord. On va voir comment on va faire ce 13h45 live de la semaine prochaine, mais ça va être particulier. Peut-être devra-t-on le retarder de quelques minutes. On informera tout le monde de cette… Mais au moins, on aura les dernières avancées des négociations. Donc, il vaut mieux que ce soit… On peut patienter. Voilà, vous patienterez peut-être un petit peu. Voilà. Je vous propose maintenant de répondre à la question de Valérie Delécluse, présidente du syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône. Bonjour Philippe, je suis Valérie Delécluse, la présidente du syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône. Tu sais que notre département est très engagé dans les entretiens pharmaceutiques, en particulier sous l'égide de notre présidente de l'URPS, Félicia. D'où ma question actuelle. Comment mon département peut-il devenir expérimentateur dans les entretiens de sevrage tabagique à l'officine, comme le prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Voilà, je te remercie pour ta réponse et j'en profite pour souhaiter à tous mes confrères une très bonne fin d'année malgré cette crise sanitaire. Merci. Alors Philippe, comment un département peut-il devenir expérimentateur dans le cadre du remboursement du sevrage tabagique? Alors, nos amis de Provence-Alpes-Côte d'Azur
et notamment le syndicat des Bouches-du-Rhône, en tout cas, sont volontaires, parce que je crois qu'ils m'ont appelé juste après que l'amendement a été voté. C'est bien des régions qui seront déclarées expérimentatrices. Hein. Ce n'est pas des départements. Donc, trois régions au total. C'est 3 régions qui seront expérimentatrices. Et évidemment, il faut se déclarer peut-être au sein de la FSPF, c'est une bonne idée, puisque moi, je ferai remonter évidemment la volonté au ministère. C'est le ministère qui tranchera, hein, c'est-à-dire c'est le ministère de la Santé, donc la Direction générale de la Santé et l'organisation des soins, les 2 directions qui vont définir les 3 territoires. Il n'y a pas que la volonté des pharmaciens qui compte, il y a aussi la volonté des administrations, c'est-à-dire les volontés des ARS. Donc, ce que je suggère à Valérie, c'est que son ARS soit candidate, parce que si l'ARS ne l'intéresse pas, bien, malgré la volonté de l'URPS ou du syndicat de pharmaciens, eh bien, ça ne se fera pas. Il faut qu'il y ait aussi la volonté de l'ARS. Et peut-être un mot d'organisation là-dessus. Nous avions en conventionnel l'idée de bâtir un entretien de sevrage tabagique, de motivation au sevrage tabagique, ensuite dans l'intérieur d'un programme et ça, nous avons toujours cette intention, donc je ne sais pas si ça se fera dans la convention, mais en tout cas, c'est un dispositif qui est potentiellement en appui du dispositif législatif dont on parle là, puisqu'on n'avait pas, dans l'idée, on avait la volonté, mais ce n'était pas dans le texte, la possibilité de délivrer de façon remboursable les médicaments du sevrage. Pour nous, l'accompagnement ne se terminait pas obligatoirement par une délivrance de substituts nicotiniques. Là, ce qu'on imagine, et on verra si on le met dans la convention ou pas, c'est que France entière, on fasse le dispositif d'accompagnement et du sevrage tel qu'on l'avait imaginé, et que dans 3 d'entre nous, dans 3 régions, eh bien, on ajoute la délivrance pour voir s'il y a un impact par rapport au sevrage combiné entre ceux qui font uniquement l'entretien et ceux qui font entretien plus délivrance. Voilà. Donc ça, je vous en dirai plus. Ça fait partie donc de la négo, et j'ai compris que vous alliez m'imposer donc une nouvelle figure imposée qui est en direct de la négo. Donc on verra ça dans les semaines prochaines. Très bien. Nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Alors Philippe, est-ce que vous avez des questions? J'en vois une très très longue, qui est plutôt un commentaire peut-être. Oui, oh là, elle est longue. Il n'y en a qu'une, mais elle est longue. Oui, je vois le truc. Donc, la question, en fait, elle porte, et c'est manifestement donc un titulaire qui la pose, sur la revalorisation du point de salaire qui a été négocié. Donc, c'est plus 3% à l'extension. Hein, donc, c'est une revalorisation qui se fera, pour rappel, quelque part au mois d'avril, très probablement, hein, dès que l'extension sera passée au journal officiel par le ministère du Travail. Et qui s'appliquera à toutes les pharmacies en même temps. Qui s'appliquera à toutes les pharmacies en même temps. Voilà. Et donc, notre confrère, visiblement, trouve que ça va peser très lourdement sur le bilan de l'officine, et que peut-être certaines ne pourront pas faire face. Et par ailleurs, il m'explique dans le commentaire, et là il a raison, que les ressources liées au Covid sont des ressources qui sont par nature conjoncturelles, et que donc la meilleure façon de récompenser l'équipe officinale pour quelque chose de conjoncturel, c'est la prime. Ce n'est pas l'augmentation de salaire. Alors, pour répondre, je dirais que la grille de salaire de la pharmacie d'officine est une grille qui doit marier 2 impératifs, c'est-à-dire l'attractivité de la profession, le maintien du pouvoir d'achat de l'équipe officinale et l'équilibre économique de la pharmacie. Moi, évidemment, j'aimerais bien pouvoir accorder des salaires probablement plus importants si l'équilibre économique de l'officine le permettait. Donc, ce plus 3%, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que nous avons eu une augmentation du SMIC donc, qui était liée
à une inflation qui est actuellement importante, avec une augmentation du SMIC de 2,2 au mois d'octobre, une prochaine probablement augmentation du SMIC en janvier de façon traditionnelle. Et donc, nous avions un grand nombre de coefficients qui étaient rattrapés par le SMIC et probablement presque les premiers salaires de préparateurs. Donc, c'était évidemment exclu d'avoir tant de personnel au SMIC, sinon ça veut dire que tout le personnel, toute l'équipe de l'officinal est au SMIC, donc ça n'est évidemment pas ce que nous souhaitons. Et donc, pour ces deux raisons-là, d'une part, une cohérence vis-à-vis de l'augmentation du SMIC et par ailleurs, une volonté de la profession de maintenir le pouvoir d'achat des salariés, nous avons décidé de faire cette revalorisation. Alors, les salariés la trouvent très minime, hein, je ne vous le cache pas, et donc les titulaires, visiblement, eux, la trouvent très importante et très lourde sur l'entreprise. Eh bien, chers amis, c'est ma croix, et donc je vous invite à venir prendre ma place en tant que négociateur si vous pensez trouver un meilleur équilibre entre ces deux impératifs, l'équipe officinale qui doit être valorisée et, dans son travail, et l'officine et son équilibre économique auquel je dois être attentif également. Merci Philippe Besset. Merci également à Valérie Delécluse pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc peut-être pas à 13h45, alors peut-être un petit peu décalé juste à la sortie de la réunion conventionnelle, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt.